À Louis Bouillet. Athènes, au Lazaret du Pirée, 19 décembre 1850, jeudi. J'y suis depuis hier. Nous voilà casernés au Lazaret jusqu'à dimanche. Je lis de l'Hérodote et du Sir Wall. La pluie tombe à verse. Mais du moins, il fait plus chaud qu'à Constantinople où, ces jours derniers, la neige couvrait les maisons. J'ai été joyeux, tout de bon hier en apercevant l'acropole qui brillait en blanc au soleil, sous un ciel chargé de nuages. Nous passions devant Colonne, nous avions Égine à gauche, Salamine en face. Maxime, gêné du mal de mer, râlait dans sa cabine. Le temps était rude. À l'avant, avec mon lorgnon sur le nez, à côté de la cage aux poulets, debout et regardant devant moi, je me laissais aller à de grandes pensées. Sans blague aucune, j'ai été ému, plus qu'à Jérusalem, je ne crains pas de le dire, ou du moins d'une façon plus vraie, où le parti pris avait moins de part. Ici, c'était plus près de moi, plus de ma famille. C'est peut-être aussi que je m'y attendais moins. Voilà l'éternel monologue hébété et admiratif que je me disais en considérant ce petit coin de terre au milieu des hautes montagnes qui le dominent. À cet égal, il est sorti de là de crânes bougres et de crânes chauses. Nous allons la semaine prochaine commencer nos courses aux Thermopyles, Sparte, Argos, Mycène, Corinthe, etc. Ce ne sera guère qu'un voyage de touristes. Oh, il ne nous reste ni temps ni argent. Il a fallu par le même motif passer par-dessus la Troade. Constantinople nous a dévorés. J'aurais bien voulu voir aussi la Thessalie, mais il faut quitter Golconde. C'est fini, Nini, c'est fini. J'ai été triste à crever en disant adieu à Constantinople. Encore une porte fermée derrière moi. Encore une bouteille d'avalée. J'éprouve depuis 6 semaines des appétits féroces de voyage, justement parce que mon voyage finit. Je me désespère d'avoir manqué la Perse. N'y pensons plus. L'homme n'est jamais satisfait de rien. Maxime qui, pour n'être pas neuve, n'en est pas plus consolante. Comment un homme sensé comme toi a-t-il pu se méprendre à ce propos sur mon voyage d'Italie ? Ne vois-tu pas qu'une fois rentré, je ne sortirai plus ? Et que d'ici à la saison de mes pérégrinations est close ? Comment et avec quoi, animal, irai-je jamais en Italie si je n'y vais pas cette année ? Mon voyage d'Orient, ceci entre nous, a rudement entamé mon mince capital. Le soleil l'a fait maigrir. Crois-tu que, comme toi, je ne sente pas bien la fétidité d'un voyage exécuté sans préparation et qui durera peut-être 6 mois tout au plus ? N'importe, j'en prendrai ce que je pourrai. Quoique, à suivre mon penchant, je voudrais rester en Italie le temps d'y travailler sur place et de m'infiltrer goutte à goutte ce que je vais avaler à grande gorgée. C'est comme pour la Grèce. Je hausse les épaules de pitié en songeant que j'y vais rester quelques semaines et non pas quelques mois. Espérons, malgré tes prédictions, que le voyage d'Italie ne me poussera pas à l'hyménée. Vois-tu la famille où s'élève, dans une tiède atmosphère, la jeune personne qui doit être mon épouse ? Madame Gustave Flaubert. Est-ce que c'est possible ? Non, je ne suis pas encore assez canaille. C'en est donc fini de l'Orient. Adieu, mosquée. Adieu, femmes voilées. Adieu, bons Turcs dans les cafés qui, tout en fumant vos chibouks, vous curez les ongles des pieds avec les ongles de vos mains. Quand reverrai-je les négresses suivant leur maîtresse au bain ? Dans un grand mouchoir de couleur, elles portent le linge pour changer. Elles marchent en remuant leurs grosses hanches et font traîner sur les pavés leurs babouches jaunes qui claquent sous la semelle à chaque mouvement du pied. Quand reverrai-je un palmier ? Quand remonterai-je à Dromadaire ? Ô plumé fils, qui avait inventé la désinfection de la merde, donnez-moi un acide quelconque pour désembêter l'âme humaine. Nous avons passé 5 semaines à Constantinople. Il y faudrait passer 6 mois. Malgré le mauvais temps, nous nous sommes beaucoup promenés. Dans les bazars, dans les rues, en caïque, à cheval. Nous avons vu le sultan. Nous avons été au bordel et même au théâtre, où l'on jouait un ballet, le triomphe de l'amour. Un dieu Pan y dansait un pas de caractère, engainé dans une culotte de velours à bretelles, et les danseuses exécutaient à la barbe des Arméniens, Grecs et Turcs, un cancan des plus effrénés. Le public prenait la chose au sérieux et se pâmait d'aise. Un jour,
nous sommes sortis à cheval et nous avons fait le tour des murailles de Constantinople. Les 3 enceintes se voient encore. Les murs sont couverts de lierre. Derrière eux grouille la ville turque, avec ses maisons de bois noir et ses vêtements de couleur. En dehors, il n'y a rien qu'un immense cimetière planté de stèles funéraires et de cyprès. Le vent soufflait dans les arbres, il faisait froid. En suivant toujours l'enceinte, nous sommes arrivés au bord de la mer, de Marmara. En cet endroit, il y a des boucheries. Des tripailles d'animaux jonchaient le sol. Des chiens jaunes rôdaient là tout autour. Les oiseaux de proie, avec de grands cris, voltigeaient dans le ciel, au-dessus des flots qui se brisaient contre les tours et rebondissaient à grand bruit. Le vent levait en l'air la queue et la crinière de nos chevaux. Nous sommes revenus à travers les tombes, galopant et sautant entre elles, allant au pas quand c'était plus serré, trottant lestement sur les pelouses quand elles se présentaient entre les tombeaux et les arbres. Un autre jour, c'était un dimanche, je suis sorti tout seul à pied et je me suis enfoncé dans le quartier grec, Saint-Dimitri, au hasard, car je me suis perdu. Dans les cafés, des hommes accroupis autour des mangals, les réchauds, fumaient leurs pipes. Dans une rue où une sorte de torrent coulait sur la boue, une négresse accroupie demandait l'aumône en turc. Quelques femmes revenaient des vêpres. Des enfants jouaient sur les portes. Aux fenêtres, 2 ou 3 figures de Grecs qui me regardaient curieusement. Je me suis trouvé dans la campagne sur une hauteur, ayant Constantinople à mes pieds et qui se développait avec une prodigieuse ampleur. Je ne savais plus guère où j'étais. Il y avait là, à côté de moi, une caserne turque. Plus loin, quantité de petites colonnes élevées dans les champs. C'est là que les sultans autrefois venaient s'exercer à l'arc. Chaque fois qu'ils avaient touché le but, on élevait une colonne. Puis, je me suis dirigé tant bien que mal vers la mer et me suis trouvé devant l'arsenal. Beaucoup de matelots de toutes nations, rues tortueuses et noires, sentant le goudron et la putain, et je suis rentré chez moi, brisé, étourdi. Il y a aujourd'hui 8 jours, anniversaire de ma naissance, j'ai fait 15 lieues à cheval, en Asie, d'un train d'enfer sur la neige. J'allais à la colonie polonaise. Pauvre diable! En courant sur ces solitudes blanches où se voyaient seulement des traces de lièvres et de chacals, je pensais au voyage d'Asie, au Tibet, à la Tartarie, à la muraille de la Chine, au grand caravansérail en bois, où le marchand de fourrure arrive le soir, par un crépuscule vert, avec ses chameaux velus dont les poils sont raides de givre. La neige assourdissait le bruit des pas de nos chevaux. Dans les fondrières, leurs sabots cassaient la glace. Quand nous les laissions souffler un moment, ils mordillonnaient du bout des dents les petits arbres rabougris qui apparaissaient sous la neige. Des bergers bulgares couverts de peaux de mouton nous ont remis dans notre route, ou plutôt sur notre voie, car nous allions sans chemin frayé. À la porte de la ferme, il y avait un grand chevreuil suspendu et dont la gorge coupée était noire. Nous sommes revenus à la nuit à Skoutari. Mon compagnon, avec un grand fouet de poste, frappait les chiens dans les villages où nous passions. Toute la meute vagabonde hurlait effroyablement. Nos chevaux continuaient leur train insensé. La mer était grosse pour passer le Bosphore, et si nous ne nous sommes pas noyés en caïque, c'est que Dieu ne l'a pas voulu. Du reste, ça a été une bonne journée, et comme on en passe peu dans la vie, même en voyage. Jamais je n'oublierai ces vieilles montagnes de Bithynie, toutes blanches, et la lumière qui les éclairait, si froide et si immobile qu'elle semblait factice, ni tous ces villages qui se suivaient, rendus bruyants tout à coup par nos 4 chevaux passant à fond de train, passant sur le pavé comme un éclair. Puis, au lieu du pavé, nous sentions de nouveau la terre sous nos pieds. Au détour de la route, le comte Kosielski, mon compagnon, dirigeant sa bête comme un lancier et se couchant tout entier sur son col, fondait sur les chiens et leur lançait de grands coups de fouet, puis, faisant une volte, continuait sa route sans s'arrêter. J'ai vu les mosquées, le sérail, Sainte-Sophie. Au sérail, un nain, le nain du sultan, jouait avec le eunuque blanc à côté de la salle du trône. Le nain, habillé d'une manière cossue, à l'européenne, sous-pieds, paletot, chaîne de montre, était hideux. Quant aux eunuques, les noirs, les seuls que j'eusse vus jusqu'à présent, ne m'avaient fait aucun effet. Mais les blancs, je ne m'y attendais guère. Ils ressemblent à de vieilles femmes méchantes. Cela vous irrite les nerfs et vous tourmente l'esprit. On se sent pris de curiosité dévorante, en même temps qu'un sentiment bourgeois vous les fait haïr. Il y a là quelque chose de tellement antinormal, plastiquement parlant,
que votre virilité en est choquée. Explique-moi ça. N'importe, ce produit est une des plus drôles de choses qui soient sorties de la main humaine. Que n'aurais-je pas donné en Orient pour me faire l'ami d'un eunuque? Mais ils sont inabordables. À propos du nain, cher Seigneur, il va sans dire qu'il m'a remis en mémoire le gentil Caracoïdes. Nous avons été indignement floués de 300 piastres, 75 francs, pour voir danser les bardaches. Dans une méchante chambre de cabaret, 3 ou 4 bambins de 12 à 16 ans se tortillent autour d'un violon et d'une mandoline. Costumes ineptes, peu de verve, absence d'art complète, souvenirs effacés des danses d'Égypte. Ô Hassan el-Bisbeïs, où es-tu? Quant à la pédérastie, brosse. Ces messieurs ont des amants de cœur, ou je ne sais quoi. On les réserve pour les pachas. Bref, il nous a été impossible d'en tâter, ce que je ne regrette nullement, car leur danse m'a profondément dégoûté d'eux. Il fallait, comme pour beaucoup de choses de ce monde, se contenter de rester sur le seuil. Que j'aurais de plaisir à revoir ton incomparable bal, ô pauvre vieux, comme nous reprendrons avec plaisir nos bons dimanches. Mais que vais-je faire une fois rentré? Je n'en sais rien, je ne m'en doute pas. J'ai tant pensé à l'avenir que je ne m'en occupe plus. C'est trop fatigant et trop creux. Vois-tu d'ici la façon formidable dont je gueulerais Mélénice d'un bout à l'autre? Serais-je rouge à la fin? Je crois n'avoir rien perdu de cette belle voix qui me caractérise. En revanche, j'ai bougrement perdu de cheveux. Le voyage m'a culotté la figure. Je n'embellis pas tant s'en faut. Le jeune homme s'en va. Je ne voudrais pas vieillir davantage. Adieu, cher bon vieux. Je t'embrasse. Au printemps prochain, tu me reverras avec les roses et les crêtes de coq. Nous reprendrons nos clairs de lune. À toi. Maxime t'envoie les éphémérides de notre année passée. Il est probable que tu n'y comprendras pas grand-chose. Il y a de quoi t'exercer l'esprit. La description des hurleurs dans le volume de Max est exacte. Mais il n'a pas assez vanté les tourneurs. C'était plus difficile. Rien n'est d'une séduction plus mystique.